Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle comme tous les dimanches sur LCI. Au sommaire, aujourd'hui, les dessous d'une enquête ultra sensible. Comment les enquêteurs sont-ils remontés aux personnes mises en examen aujourd'hui dans le meurtre de Quentin Desrandes? Comment les investigations vont-elles se poursuivre? On va vous dévoiler le déroulé très précis d'une enquête hors norme. Et puis ce dimanche, on va se plonger dans le huis clos familial. Quand il vire au drame, regardez ces deux femmes, Delphine Jubilard, Laure Zachello, deux affaires troublantes par leur similitude. Laure Zachello avait 43 ans, c'est une ancienne infirmière. Elle a disparu le 21 juin 2024 sans laisser la moindre trace. Elle vivait au Pays Basque depuis 2 ans. L'enquête a beaucoup progressé et au cœur de cette enquête, le mari de Laure Zachello. On va reprendre cette enquête dans un instant, une enquête qui évidemment fait penser à l'affaire Jubilard. Il n'y a ni corps, ni aveu. Comment fait-on dans ces dossiers? Eh bien, nous allons recevoir un des avocats du procès Jubilard, maître Philippe Pressec, publie cette semaine un ouvrage où il raconte sa vision du procès Jubilard. Il y parle aussi de son histoire, de son parcours, comment d'enfant bègue il a fini à être l'un des avocats d'un des procès les plus médiatisés de ces dernières années. Histoire criminelle, soyez les bienvenus, chapitre 22, tout de suite, le fait de la semaine. La semaine nous conduit évidemment au terrible drame à la mort de Quentin, avec une enquête que l'on va décortiquer avec vous aujourd'hui. Comment les enquêteurs sont-ils partis de vidéosurveillance pour arriver à l'interpellation d'individus aujourd'hui mis en examen? On va vous dévoiler ce déroulé d'enquête avec Marie Bello du service police-justice de TF1. Bonjour Marie. Bonjour. Et avec Guillaume Faure, notre consultant police-justice TF1 LCI. Merci beaucoup à vous deux d'être là parce que c'est un des points qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment décortiqué. Le travail des enquêteurs dans cette affaire tout à fait hors norme. D'abord, on va prendre étape par étape. Guillaume, les enquêteurs, après la mort de Quentin, disposent d'images de vidéosurveillance, celles qu'on a beaucoup vues, des images extrêmement dures. Comment ces images ont été analysées pour tenter d'identifier les personnes? En fait, ce ne sont pas les seules images. Il y a les images de vidéoprotection de voie publique, vous l'avez dit. Celles-ci, elles sont à la main des enquêteurs. Ils demandent sur réquisition judiciaire. On est dans le cadre d'une enquête de flagrance, donc ils demandent à pouvoir disposer de ces images. Mais il y a beaucoup d'images qui ont été captées par des témoins, par des riverains, par des passants. En fait, il y a une très grande quantité d'images. Ces images, elles permettent évidemment d'être recoupées entre elles, de regarder combien il y a d'agresseurs qui... Ça veut dire, pardon Guillaume, qu'on a par exemple suivi des individus qu'on a là, avec des caméras de vidéosurveillance, jusqu'à un moment où ils vont retirer leur cagoule pour se dire « Ah, là on peut l'identifier ». Ça peut être une des techniques d'enquête. En fait, les images, elles sont captées évidemment sur le moment. Donc vous allez regarder combien, comme sur ces images, combien de personnes frappent Quentin, à peu près 6, comment elles sont vêtues, est-ce qu'on les voit précédemment sur d'autres séquences. D'ailleurs, il y a des journalistes de la rédaction d'LCI qui ont fait ce travail cette semaine et qui ont montré que, notamment sur la séquence qui précède, où il y a un affrontement entre des militants d'ultra-droite, des militants d'ultra-gauche, on retrouve les militants d'ultra-gauche qui s'affrontent. Ils sont pour certains habillés de la même manière et on va en voir certains qui présentent des similitudes très fortes avec les personnes qui frappent Quentin. Donc en fait, vous regardez ce qui se passe avant, vous regardez évidemment ce qui se passe après. Est-ce que ces personnes que vous avez sur cette séquence-ci, sous différents angles, parce que vous avez différentes séquences captées par différents témoins, vous allez les retrouver plus tard, à d'autres endroits de Lyon notamment. Donc c'est un très gros travail d'exploitation et de recoupement assez minutieux de toutes ces images, effectivement, et ça peut aider à une identification. Donc on arrive à identifier. Après Marie, reste à localiser, parce qu'on a suivi ce coup de filet avec ces interpellations coordonnées. Comment on a réussi ensuite à localiser ces individus, à les retrouver, parce que certains avaient fui? Alors, on n'a pas toutes les techniques d'enquête, mais on sait qu'il y a notamment le bornage qui peut être utilisé. Et on voit d'ailleurs sur la scène qu'il y a certains individus qui ont un téléphone dans la main. Donc, il y a les bornages, les écoutes téléphoniques. On sait que le groupe s'est assez rapidement éclaté dans différents endroits du territoire. Et donc, il a fallu... effectivement, aux enquêteurs, loger tout le monde. Loger, dans le jargon policier, ça veut dire identifier le lieu de résidence au moment T de la personne qui est recherchée. Donc, il y a eu interpellation dans le Rhône, en Haute-Loire, en Isère, dans la Drôme et dans l'Aisne. Les enquêteurs ont mis 5 jours avant de les interpeller. Certains trouvaient que le temps était un peu long. Mais effectivement, il a d'abord fallu identifier tout le monde pour les avoir tous en même temps. Et puis ensuite, les enquêteurs voulaient aussi, une fois qu'ils les avaient identifiés, pouvoir les écouter discrètement, les surveiller pour recueillir le maximum d'éléments
utile à l'enquête pour avoir un dossier solide avant de les entendre en garde à vue pendant 48 heures. Alors c'est intéressant, ils ont été interpellés dans 5 départements différents. C'est une opération coordonnée qui a été conduite, un coup de filet comme on dit dans le milieu. Pourquoi c'est important de coordonner cette opération ? C'est assez classique, en fait, dans ce type d'enquête, d'attendre d'avoir localisé tout le monde pour arrêter tout le monde en même temps. Pourquoi ? Parce que si vous interpellez tout le monde en même temps, les gardes à vue commencent simultanément. Donc en fait, le temps de la garde à vue est le même pour tout le monde. Les heures de placement en garde à vue sont quasiment les mêmes à quelques minutes près. Et donc vous pouvez jouer de l'asymétrie d'informations entre les différentes auditions. C'est-à-dire que les personnes sont interrogées individuellement, pour l'expliquer simplement, et que ce que va vous dire A, vous pouvez confronter à ce que dit B, à ce que dit C, à ce que dit D, et tout ça pendant toute la durée de la garde à vue. Donc si vous voulez mettre A face à ces contradictions, vous pouvez toujours lui dire, mais parallèlement à ce que vous me dites, B et C disent autre chose, sachant que aucun ne peut se concerter avec les autres. Vous pouvez toujours dire oui, ils ont pris le temps de le faire avant, etc. Mais tout de même, c'est un avantage en fait pour les enquêteurs pendant les interrogatoires d'avoir simultanément toutes les personnes. Puis si une personne venait à révéler quelque chose, vous pouvez le vérifier pendant le temps de la garde à vue, et ensuite cet élément, vous pouvez aussi le présenter à une autre personne gardée à vue. C'est tout l'intérêt, tout l'avantage d'avoir les 6, 7, enfin il y a eu jusqu'à 11 personnes qui ont été placées en garde à vue dans cette affaire simultanément. Identification, localisation, ensuite on les place en garde à vue, on les interroge, on regroupe, on essaye de les faire parler, de reconstituer ce qui s'est passé. Il manque dans ce déroulé à l'heure actuelle des individus. C'est le procureur lui-même qui l'a dit, il y a encore des personnes à aller chercher. L'identification des personnes présentes sur les lieux était difficile. Et à ce jour d'ailleurs, il reste plusieurs personnes à identifier. Alors le procureur, Marie, a été très prudent, mais c'est son métier. Il nous dit juste qu'il y a d'autres personnes à aller chercher. Qui ? Combien ? On n'en sait rien évidemment à ce stade, mais ça peut être beaucoup de personnes. Alors, on sait que la DCT 69, donc la division de la criminalité territoriale du Rhône, donc c'est le service qui est en charge des investigations, là, ils ne sont pas en train de se tourner les pouces. Il y a eu un premier acte en interpellant toute une série de personnes, mais ils continuent à travailler. L'enquête, elle est loin d'être terminée. Il y a encore, comme disait Guillaume, beaucoup d'images à analyser. Il y a des témoignages à recouper. Donc, on peut s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, à de nouvelles interpellations. Parce que, comme on le voit sur les images amateurs qu'on a pu recevoir, il y a beaucoup plus de 7 personnes qui étaient présentes sur la scène ce jour-là. Alors, évidemment, l'enquête, elle n'est pas terminée parce que le plus gros de l'enquête, ça va être aussi de reconstituer comment est mort Quentin. Ça a été un travail, vous commenciez à l'évoquer, Guillaume, fait par les équipes de TF1 et d'LCI, notamment porté par Nivine Potros à l'antenne. On va voir ces images où on a recoupé, on a cerclé, on a réussi à identifier le nombre de coups qui ont été portés par les uns ou par les autres. C'est extrêmement important. Comment va-t-on aller plus loin dans ce travail, Marie ? Effectivement, il faut que toutes ces silhouettes soient associées à une identité formellement. Donc, on peut imaginer que les vêtements, ça peut être un élément utile pour les enquêteurs. On sait qu'il y a eu des perquisitions au domicile où les personnes ont été interpellées. Donc, est-ce que des vêtements ont été saisis ou est-ce que les personnes en question s'étaient débarrassées des vêtements ? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a des coups de pied et du sang. Ça peut être un marqueur sur un vêtement, mais je ne sais pas à cette heure si des vêtements ont été retrouvés. Et puis ensuite, il y a ce qui a été dit pendant la garde à vue et face au juge d'instruction et qui pourra être dit dans de futurs interrogatoires. On sait par exemple que là, 2 personnes ont gardé le silence pendant la garde à vue, mais les autres ont reconnu qu'ils étaient présents et le procureur l'a dit, certains ont même admis avoir porté des coups. Donc peut-être que certains d'entre eux vont reconnaître les faits et avouer qu'ils ont mis des coups de pied à Quentin. Pour ceux qui nieront avoir porté des coups, il faudra pour les enquêteurs réussir à le prouver avec des éléments matériels et techniques. Il y a un point extrêmement important aussi dans l'enquête, et vous l'avez dit, les suspects pour certains ont reconnu avoir porté des coups, mais il y a la question de l'intentionnalité de donner la mort. Est-ce qu'ils voulaient ou non donner la mort ? À ce stade, l'enquête porte sur un homicide volontaire, donc ils ont voulu tuer Quentin. En tout cas, c'est comme ça qu'on cherche et qu'on travaille. Les avocats de ces prévenus ont dit pas du tout, ils ne reconnaissent pas l'intentionnalité de vouloir donner la mort. Le mot, il est compliqué, mais comment on fait pour prouver l'intentionnalité
de vouloir donner la mort à quelqu'un? En fait, les violences sont commises en réunion. Donc, dans ces cas-là, en plus, souvent, la justice retient... On en avait parlé la semaine dernière, si vous vous souvenez, de la théorie de la scène de crime unique, c'est-à-dire que quand plusieurs personnes s'acharnent sur une personne et que vous pouvez pas déterminer précisément qui a donné le coup mortel, il peut arriver que la justice condamne collectivement ces personnes pour avoir porté des coups. Évidemment, les personnes mises en cause se défendent d'avoir donné des coups mortels, même si, selon le procureur, certaines reconnaissent avoir porté des coups. Il va falloir surtout identifier les personnes qui ont donné des coups au niveau de la tête. Et pour ce qui est de l'intentionnalité, la justice peut tout à fait retenir que quand vous donnez des coups à plusieurs reprises, qui plus est au niveau de la tête sur quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi l'intention de le tuer et pas seulement l'intention de le blesser. Ce qu'il faudra aussi examiner, c'est, pour l'heure, on n'a aucun élément en la matière, c'est la trajectoire de Quentin ce jour-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait avant de se retrouver au sol, parce que ça va évidemment éclairer tout un contexte. En clair, la question c'est, est-ce que auparavant ou pas, il a pris part notamment à ces images de Rix qui sont présentement diffusées. Non pas que ça change quoi que ce soit à sa mort, mais sur un plan pénal, les avocats pourraient essayer d'en faire un argument pour éclairer un contexte, etc. Et le cas échéant, obtenir une requalification. C'est-à-dire tout l'enjeu de la défense des accusés dans l'affaire du meurtre de Quentin, c'est d'essayer de requalifier l'homicide volontaire en coup mortel, en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour essayer de faire baisser le quantum de la peine. Ça va être toute leur stratégie de défense. Est-ce qu'ils vont y parvenir? Ça, on verra au moment du procès. Et pour cela, on va évidemment s'appuyer aussi sur le passé de ces individus. Certains étaient connus de la justice, Marie. Oui, il y a des figures de l'ultra-gauche lyonnaise. On sait qu'il y a le cofondateur de la Jeune Garde, dont on a beaucoup parlé, ce groupuscule d'ultra-gauche qui a été dissous. Cet homme-là, c'est l'assistant parlementaire, je le rappelle, du député LFI Raphaël Arnaud. Donc, il y a des figures connues de l'ultra-gauche et il y a aussi des figures connues des services de police et de justice, puisque 3 étaient déjà connus, 2 avaient été condamnés, l'un pour violence et le second pour vol et port d'armes prohibées, et le 3e, il était actuellement sous contrôle judiciaire pour une affaire d'agression possiblement antisémite dans le métro parisien sur un mineur de 15 ans. Donc on voit bien que c'était des profils qui pour certains, étaient déjà connus. Merci beaucoup à vous deux. On va continuer évidemment à suivre cette enquête grâce au travail du service police-justice de TF1 LCI. Guillaume, on se retrouve évidemment tout à l'heure pour le viseur. Nous, on va se plonger au cœur de l'enquête. On va se plonger au cœur d'une enquête, d'une affaire. Une affaire bien souvent appelée l'affaire Jubilard bis. Et pour cause, regardez ces 2 femmes, ces 2 visages. Celui de Delphine Jubilard et celui de Laure Zakello, 2 mères de famille qui étaient en phase de séparation avec leur mari, 2 femmes qui ont disparu sans laisser la moindre trace, 2 dossiers dans lesquels le mari est au cœur du soupçon. Pour Laure Zakello, évidemment, c'est à l'enquête aujourd'hui de trouver qui s'en est pris à elle, de comprendre ce qui s'est passé. Une enquête qui avance, une instruction qui va se clôturer dans quelques mois. On va faire le point sur ce dossier avec nos invités. Émilie Tauziat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la cousine de Laure Zakello. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, votre avocat, Maître Thierry Sagardoito. Bonjour, merci beaucoup d'être là et de venir nous raconter cette histoire qui évidemment nous interpelle parce qu'elle rappelle beaucoup l'affaire Jubilard et vous allez nous en parler parce que vous avez vécu un peu par procuration aussi ce procès Jubilard. Mais d'abord, parlons de Laure. Présentez-nous peut-être votre cousine. Comment elle était, Laure Zakello? Je le disais, elle avait 43 ans, elle avait des enfants. Quelle était sa vie? Laure, c'était une jeune femme, mais oui, pleine de vie, ou tout du moins qui était tournée vers l'avenir après sa séparation avec son époux, et elle était pleine de projets. C'était une jeune femme toujours très enthousiaste, toujours très souriante, toujours très bienveillante, à l'écoute des autres. Très proche de ses enfants. Très proche de ses enfants, très aimante, très présente auprès d'eux. C'est une maman qui a longtemps attendu avant de le devenir, et ça a été la concrétisation de son rêve. Elle rêvait de fonder une famille et elle a pu le réaliser, et c'est vrai que ses enfants, c'était toute sa vie. Vous le disiez, vous l'avez évoqué à l'instant, elle était en phase de séparation, oui. Mais ils vivaient encore ensemble dans cette maison pour le bien des enfants notamment.
Oui, tout à fait. Depuis le mois de mars 2024, ils avaient mis en place un mode de fonctionnement qui permettait aux enfants de pouvoir rester dans la maison pour ne pas les déstabiliser, et les parents alternaient une semaine sur l'autre, voilà, de manière à chacun passer du temps avec, et dans la perspective de mise en place d'une garde alternée par la suite, après le divorce. Laure était à la recherche d'un nouveau logement. Elle ne souhaitait pas rester dans cette maison, et son époux, lui, souhaitait la conserver. Alors cette maison, c'est le lieu où tout s'est passé. On va reprendre ces éléments. Cette maison, on va la voir. Une maison avec un premier étage, un rez-de-chaussée en travaux. Il vivait dans les pièces du dessus. Cette maison, donc dans le Pays Basque, à Urung, on la voit ici, cette maison. On va reprendre la chronologie de ce 21 juin 2024, jour de la disparition de Laure Zakello. En début de soirée, Aurélie, la sœur du mari de Laure Zakello, va se rendre au domicile du couple pour voir son frère. Quand elle va arriver, elle va trouver son frère allongé au sol, inconscient, avec une grosse pierre à côté de lui. Elle est médecin, elle va le réveiller, il va reprendre conscience, et puis à 20h56, elle va quand même le trouver un peu confus, elle va appeler le 15, les pompiers vont arriver au domicile du couple, et les pompiers vont avoir quelques doutes, quelques questions, et vont donc décider à 21h16 d'appeler le commissariat de Saint-Jean-de-Luz, et les policiers vont arriver à la maison. Les policiers vont commencer par poser des questions, s'interroger sur ce qui a pu se passer. On a ce mari qui a été retrouvé inconscient, une pierre à côté de lui. On a Laure qui a disparu de la maison. Et c'est le premier sujet d'inquiétude tout de suite. C'est où est Laure ? Les pompiers, lorsqu'ils appellent les policiers, ont déjà l'idée du soupçon selon laquelle Laure, par sa disparition, a de quoi intriguer. Et puis surtout, le comportement de Monsieur Juret, prétendument blessé, apparemment blessé, les intrigue parce que cette histoire de perte de connaissance ne semble pas très crédible. D'ailleurs, lorsqu'il va être admis à la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz, une infirmière raconte qu'il a pu échanger avec elle et que visiblement, il n'est pas dans le portrait d'un individu qui aurait subi un traumatisme crânien qui lui aurait valu une perte de conscience pendant plusieurs heures. Est-ce qu'il livre une première version ? Est-ce qu'il dit c'est un cambriolage, on est venu, on m'a agressé, Laure n'est plus là, j'ai plus de souvenirs ? Est-ce qu'il évoque une hypothèse à ce moment-là ? Il dit avoir souffert d'amnésie. Et les juges d'instruction ont très légitimement confié à des experts, après avoir recueilli les témoignages du personnel médical, ils leur ont confié la mission de savoir si cette histoire d'agression, parce qu'il y a un parpaing à quelques mètres de là qui est découvert, la mise en scène correspondrait quasiment à une forme d'agression. Donc lui, par son amnésie, nous explique qu'il n'est pas capable de livrer le récit de ce qui s'est passé. Le problème est que les experts sont formels, son éventuelle perte de connaissance n'a pu durer que quelques secondes, ce qui interpelle d'ailleurs sur les raisons pour lesquelles sa sœur Aurélie appelle le SAMU. Elle est médecin. Comment peut-elle croire un instant que son frère a subi un trauma crânien qui lui est valu un état d'inconscience ? C'est déjà la première question qui interpelle possiblement sur une mise en scène du mis en cause lui-même et peut-être même de sa sœur. Alors finalement, on va voir qu'il y a dans cette affaire plein d'éléments intrigants. Le premier, puisqu'on en a parlé, c'est ce parpaing retrouvé à côté de lui qui aurait servi à l'assommer. Sa sœur va chercher Laure, donc va quitter la pièce un instant, et quand elle revient, il n'y a plus de parpaing. Il va lui dire qu'il l'a acheté, qu'il s'en est débarrassé au premier étage ou au rez-de-chaussée où il y a les travaux. S'il a été agressé, il n'a donc pu utiliser le parpaing. Mais il y a d'autres éléments qui interpellent considérablement. Le véhicule de Laure est sur place. Ses téléphones sont là. Ses téléphones sont là. Ses moyens de paiement sont là. Elle serait donc partie, si on croit ce scénario, comme si elle s'était en quelque sorte évaporée. Deux hypothèses. Soit elle est partie pour une autre vie, mais on sait évidemment qu'elle n'a pas les moyens de subsister au-delà de quelques heures. Et puis surtout, Laure est farouchement attachée à ses enfants. Jamais elle ne serait partie dans des conditions qui auraient pu jeter le doute. Tout laisse à penser par les traces de sang découvertes dans la maison, par l'arme qui a été cachée dans un espèce de regard d'évacuation d'eau pluviale à quelques mètres de là, le véhicule qui est également abandonné, et surtout aussi la téléphonie. Alors on va y venir à la téléphonie. Tous ces indices nous laissent à penser que la vie de Laure Zakello s'arrête dans cette maison. La maison d'Urung est donc pour nous la scène du crime. Téléphonie, c'est très important, pour ça que je dirais, parce qu'il faut à la fois s'intéresser à la téléphonie de Laure Zakello.
à la téléphonie de son mari. Juste sur l'hypothèse que Laure soit partie, qu'elle ait fait le choix de tout quitter. Alors effectivement, ne prenant ni ses papiers, ni ses téléphones, ni ses clés, elle veut disparaître. C'est possible pour vous ? C'est invraisemblable. C'est invraisemblable d'une part, comme le disait Maître Sagardoito, de par l'attachement immense qu'elle avait pour ses enfants, mais pas que pour ses enfants, pour la famille tout entière. Au mois de février déjà, on avait eu un moment où on avait une très très forte inquiétude. Elle répondait pas au téléphone. On a passé des heures à tenter de la joindre au téléphone et elle répondait pas. Et quand enfin on a eu des nouvelles d'elle et que je l'ai eue au téléphone et j'étais tellement en colère qu'elle n'ait pas répondu, je dis mais tu imagines la situation dans laquelle on s'est mis. Et elle a dit non mais plus jamais je vous laisserai comme ça sans nouvelles. C'est parce qu'elle était en train de travailler, elle était avec quelqu'un et elle a pas pu répondre. Mais il y avait eu un incident ce jour-là qui nous avait fortement inquiétés quant au fait qu'elle puisse aller bien. Et pour le coup, eh bien, elle m'avait bien dit, elle ne nous laisserait jamais sans nouvelles. Et moi, Laure, c'est une histoire de 43 ans. C'est-à-dire que c'était pas une simple cousine éloignée qu'on voyait comme ça. Ses parents sont les frères et sœurs de mes propres parents. On a la même famille, on a grandi ensemble. C'était comme ma sœur. Elle ne serait jamais partie volontairement. Elle n'aurait jamais mis un terme à sa vie. La seule explication possible à son absence aujourd'hui, c'est une disparition qui est involontaire, de sa part en tout cas. Alors il y a effectivement la téléphonie dans l'enquête, vous avez raison de l'évoquer, mais c'est un point très important. Quand on regarde la téléphonie de Laure, on se rend compte qu'elle n'a jamais quitté les heures au préalable, le périmètre de la maison. La dernière marque de vie à travers la téléphonie est le matin aux alentours de 6h45. On peut imaginer qu'elle s'est réveillée, qu'elle a peut-être consulté ses SMS ou ses mails, et à partir de là, il n'y a plus aucun indice d'utilisation qui lui soit personnel. Il n'est pas non plus établi qu'elle ait bougé avec ce téléphone portable, ce qui est quand même totalement invraisemblable. Il n'y a donc plus aucun signe de vie de Laure à partir de 6h45 le matin. Parallèlement, les enquêteurs, je veux véritablement rendre un hommage appuyé aux enquêteurs de l'antenne de Bayonne qui travaillent de façon démesurée dans ce dossier depuis le début, la téléphonie du portable d'Alexis Juret, sans entrer dans les détails, infirme le récit qu'il donne quant à l'emploi du temps de sa journée. Vous additionnez donc le téléphone portable de la disparue ou de la pseudo-disparue et de son agresseur supposé et vous constatez qu'il y a des invraisemblances qui ne permettent pas de donner crédit à un départ volontaire et surtout à la sincérité du récit qu'il oppose. Il faut aussi ajouter à cela les conditions dans lesquelles vivait Laure, les conditions de stress, même de peur. Elle en parlait d'ailleurs assez ouvertement sur ses réseaux, sur Instagram. Elle avait d'ailleurs publié un petit message, on va le revoir, où elle dit très clairement ces moments d'angoisse qu'elle connaît, ces moments de peur. Il y a ce petit message notamment. Ce week-end, j'ai vécu une situation relationnelle très stressante, pour ne pas dire terrorisante. J'ai eu très peur pour ma vie et même celle de mes 3 enfants. Elle avait peur de son mari. Je pense qu'elle pensait le connaître. Elle a vécu une belle relation avec lui pendant 10 ans, qui a pris fin, comme de nombreuses unions, voilà. Et elle a eu confiance dans cette séparation et dans le fait que ça se passerait bien. Et quand elle a compris que ça se passerait pas bien, et quand elle a vu qu'il y avait des débordements qu'elle n'avait auparavant jamais vécu, effectivement, elle a eu très peur. Et par la suite, dans les mois qui ont suivi cet événement dont elle fait part sur ses réseaux, les faits se sont confirmés. Il y a eu d'autres éléments, et d'où le fait d'ailleurs qu'elle est investie dans une caméra portative, parce que elle vivait avec une caméra portative pour tout enregistrer. Alors quand elle savait qu'elle allait être en sa présence, puisque à partir du mois de mars, ils ont quand même rompu la vie commune, on en parlait tout à l'heure, ils alternaient dans la maison, mais jusqu'en mars, elle a été obligée de cohabiter avec lui. Donc quand ça a dérapé, quand ça allait mal, elle a actionné sa caméra. Pour elle, c'était un rempart, en fait, lui permettant d'être en sécurité. Elle se sentait davantage en sécurité, elle pensait que c'était suffisamment dissuasif. C'est évidemment des éléments très importants dans ce dossier. Lui reste sur cette version de cette inconscience pendant plusieurs heures, d'ailleurs plus ou moins crédible selon les analyses qui ont été faites sur lui. Il ne donne aucun autre élément. À la fin de sa garde à vue, il a quand même cette phrase qui méritera de rester dans les annales du dossier. « Je suis quasiment certain de ne pas l'avoir tué ». Quelle est la part de crédibilité que l'on peut accorder à ce propos ? Ça pose déjà une hypothèque majeure sur le sérieux de sa défense. Mais
il y a une atmosphère dans ce dossier. Il y a, comme l'a dit à l'instant Émilie Tauziat, le climat de terreur dont Laure se confie auprès de ses proches. Mais nous savons aussi que dans l'établissement scolaire bayonnais où il enseigne, les rapports d'évaluation, quelques semaines avant les faits, parlent également d'un climat de terreur dans la classe où il dispense ses enseignements. Et surtout, il y a quelques mois, le tribunal correctionnel... En novembre dernier a condamné Alexis Juré pour des violences volontaires commises sur une collègue de travail. Une collègue qui a été tellement culpabilisée par le fait de ne pas l'avoir révélée à l'époque qu'elle s'en est même quasiment voulu de n'avoir pas dénoncé immédiatement ces faits de violence en se disant « si j'avais parlé, peut-être n'aurait-il pas attenté au jour de son épouse ». Bref, nous avons face à nous un homme rigide, un homme empêtré dans ses certitudes, dans ses convictions, et qui aujourd'hui, finalement, joue à cache-cache avec les magistrats en leur disant « prouvez-moi que je suis coupable. Et si vous ne me le prouvez pas, parce que je suis scientifique, eh bien, vous n'apporterez pas la preuve. » Le problème, c'est que l'obstacle entre ce drame que vit la famille de Laure et la vérité, c'est lui. C'est lui qui a, en quelque sorte, installé des digues pour que la vérité n'apparaisse pas et que les enquêteurs, finalement, ne découvrent le seul élément qui manque au dossier, le cadavre de Laure. Ce que vous dites là, évidemment, fait un écho terrible avec l'affaire Jubilard, qu'on a tous énormément suivi. J'imagine que pour vous, ce procès que vous avez dû suivre, il a dû être particulièrement difficile. Comment vous l'avez vécu avec votre famille ? C'est un procès qu'on a suivi de près, parce que forcément, on s'est beaucoup identifié à cette famille. Parce que c'est vrai que même si on est sur des situations différentes, il y a beaucoup de similitudes dans le dossier, tout du moins. Moi, je ne connais pas le dossier Jubilard dans son détail, mais il y a des similitudes. Laure était aussi infirmière en plus. Voilà. Le verdict a été un profond soulagement pour la famille. On appréhendait tellement. On entendait tellement parler que le doute devait bénéficier à l'accusé. On était mais tellement suspendus à cette décision que moi j'en ai pleuré. Voilà, quand il a été condamné. Et nous espérons mais tellement avoir un verdict similaire. C'est évidemment terrible parce que dans ces affaires, il n'y a pas de corps, comme vous le disiez. D'ailleurs, les parents de Laure avaient lancé à nos confrères de TF1 un appel, une forme d'appel, en demandant à ce que le mari de Laure donne des informations pour pouvoir la retrouver. On va les réécouter. Qu'ils disent où est notre fille, ça, si vous pouvez le dire, ça serait déjà bien. Parce qu'il faut qu'on sache. Les enfants aussi, ils ont besoin de savoir où est maman, parce que la question, elle est éternelle. Où est maman ? Cette question, elle est terrible. Oui, elle est terrible, oui. De ne pas savoir ce qui lui est arrivé ce jour-là, de ne pas savoir où elle est aujourd'hui, de ne pas pouvoir lui rendre un dernier hommage, de ne pas pouvoir rassurer les enfants, de ne pas pouvoir tout simplement leur dire de quoi le lendemain sera fait. Ils ne savent aujourd'hui pas si un jour ils reverront leur maman ou pas. On essaye de les préserver au maximum, en tout cas de ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, vous avez malheureusement rien à leur dire, il n'y a pas de vérité. Donc vous êtes obligé de leur dire qu'elle est partie, qu'elle n'est plus là ? On ne leur dit pas qu'elle est partie. On leur dit que leur maman les aimait énormément, qu'elle ne les aurait jamais quittés. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mentir. Laure ne serait jamais partie, Laure ne les aurait jamais abandonnés. Et on leur dit, si maman n'est pas là, c'est qu'elle ne peut pas être là, sinon elle serait avec vous. Elle ne s'est jamais éloignée d'eux. D'ailleurs, la semaine où elle n'était pas avec ses enfants, elle restait à dormir à proximité dans son local professionnel. Elle s'infligeait des conditions de vie difficiles parce qu'il était hors de question qu'elle s'éloigne d'eux. Elle aurait pu aller vivre chez ses parents qui habitent à 1h30, 2 heures de Urugne. C'était tout à fait possible. Et revenir pour son activité professionnelle qu'elle n'exerçait pas à temps plein. Mais elle faisait le choix de rester en proximité. C'était important pour elle. Et c'est un élément supplémentaire qui nous fait dire que jamais elle ne se serait infligée 6 mois d'une vie aussi misérable pour tout à coup, du jour au lendemain, partir comme ça, je ne sais où. Non, ça, c'était pas Laure. Maître, j'imagine que vous avez regardé vous aussi avec attention ce procès Jubilard parce que vous aurez à plaider dans un procès qui a effectivement beaucoup de similitudes et où surtout il n'y a pas de corps. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des hypothèses sur ce qui a pu se passer, sur où peut se trouver Laure et comment vous avez regardé ce procès et vous l'avez analysé avec effectivement cette ritournelle qu'on a beaucoup entendue. Pas de preuves, pas d'aveu, il y a un doute.
On sait depuis Landru en 1922 qu'il n'est pas nécessaire de trouver un corps pour déclarer un accusé coupable, surtout lorsque tout conduit dans sa direction. Donc la thèse du pas vu, pas pris, ça fait longtemps qu'elle a en quelque sorte cessé d'exister. En revanche, les juges d'instruction ont patiemment, minutieusement, au travers d'interrogatoires extrêmement longs, soumis le mis en examen à toutes les hypothèses. Et une fois évacuées chacune d'entre elles, elles lui disent « Mais monsieur, que reste-t-il » « Ah, j'ai pas d'explication. » Voilà. Et monsieur, aujourd'hui, refuse de signer ses procès-verbaux, refuse de répondre aux questions en leur disant « Apportez-moi la preuve ». Mais j'allais dire, c'est lui qui renverse l'ordre des choses, c'est lui le suspect. C'est lui qui, aujourd'hui, place la justice dans l'impossibilité de découvrir le cadavre. Mais aujourd'hui, s'il y a cet obstacle, il est le fait d'Alexis Juré, point final. Alors, évidemment, nous avons suivi cette affaire, ce procès Jubilard à Albi, et nous le suivrons également en appel avec intérêt, mais je me suis en quelque sorte intéressé à la motivation, à la fiche de motivation qui a été rédigée par la Cour d'assises du Tarn, et très objectivement, j'y vois de grandes similitudes avec les éléments que nous avons aujourd'hui au stade des possibles charges qui justifieront le renvoi dans quelques mois d'Alexis Juré devant la Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Il y a des similitudes terribles dans la motivation et dans l'énoncé des charges. Le procès, c'est évidemment aussi ce que vous attendez pour avoir peut-être des réponses, avoir une vérité, avoir un coupable. S'il est reconnu coupable, il est encore présumé innocent aujourd'hui. Vous l'attendez, ce procès, ou vous le redoutez? Comment vous projetez dedans après avoir vu ce qu'était le procès Jubilard? C'est très ambivalent, les sentiments qu'on peut avoir par rapport à cette étape qui va suivre. Disons qu'aujourd'hui, tant qu'il y a l'enquête, on a toujours l'espoir de pouvoir la retrouver, et ça nous tient aussi. On aimerait pouvoir savoir ce qui s'est passé ce jour-là exactement. On sait qu'elle n'est plus là, mais on ne sait pas comment elle n'est plus là. Et ça, c'est terrible. Donc on appréhende beaucoup la fin de l'enquête. Et en même temps, il nous tarde aussi le procès parce que c'est important de pouvoir avoir des réponses à apporter aux enfants, surtout. Parce que si nous, les adultes, on a une conscience de ce qui s'est joué ce jour-là, il sera important d'avoir cette décision qui sera rendue pour pouvoir éclairer les petits qui, eux, sont en souffrance de ne pas savoir où est leur maman, de ne pas savoir pourquoi elle n'est pas à côté d'eux. Merci beaucoup. L'enquête se poursuit. Elle est en phase de clôture bientôt, avec un procès plus tôt, j'imagine, pour l'année prochaine, pour 2027. On continuera à suivre évidemment cette enquête. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle, pour votre confiance. On a beaucoup parlé de l'affaire Jubilard. Le procès en appel, on sait désormais quand il aura lieu. La date a été fixée cette semaine. On va donc revenir sur ce procès Jubilard avec l'un des avocats de ce procès, maître Philippe Pressec. Il se confie dans un livre paru cette semaine. Il va nous parler de l'affaire Jubilard, mais aussi de son parcours d'enfant bègue à avocat aujourd'hui dans l'un des procès les plus médiatisés qui soit. À tout de suite pour la suite d'Histoire criminelle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite d'Histoire criminelle. On se plonge ce dimanche dans ces huis clos familiaux qui nous intriguent tant. On parlait à l'instant de l'affaire Laure Zakello, qualifiée d'affaire Jubilard bis. Eh bien, on va maintenant vous parler de l'affaire Jubilard parce qu'on connaît la date du procès en appel et on a la chance de recevoir aussi l'un des acteurs de ce procès, maître Philippe Pressec. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous reçoit parce que vous publiez pile cette semaine, ça tombe quand même très très bien. Confession d'une robe, c'est chez... Très difficile à dire ça, c'est chez Michalon. Vous parlez de votre parcours, vous parlez aussi évidemment de l'affaire Jubilard. Vous allez nous raconter tout ça, ce que vous nous dites dans ce livre, avec des petites infos quand même assez étonnantes sur Jubilard dans ce livre. D'abord, comment vous êtes rentré, vous, dans le procès Jubilard ? Écoutez, je suis rentré assez simplement. Delphine Jubilard a disparu en 15 décembre. Dès le 23, j'ai reçu un appel téléphonique de sa cousine, Lolita, qui m'a appelé en me disant, voilà, ma cousine a disparu. Elle est morte, son mari l'a tuée. Ça a été d'entrée une croyance, une certitude tripale de Lolita Escobedo et de ses cousines et de ses amis sur le fait que, oui, Delphine Jubilard était morte et que son mari l'avait tuée. Et c'est parti comme ça et ça a duré jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, ça n'a pas l'ampleur médiatique que ça va prendre par la suite. Vous racontez très très bien le poids des médias dans ce livre. On va y venir. Juste avant cela, on va se pencher justement sur le procès en appel de Jubilard avec le viseur de Guillaume Fard. Guillaume qui nous a rejoint. Guillaume, je le disais, on sait donc la date du procès en appel. Ça a été décidé cette semaine. Ce sera
Le 21 septembre, c'est la date que beaucoup attendaient dans la presse judiciaire, bien sûr, et très au-delà, chez les parties civiles, et même le nouvel avocat de Cédric Jubilard. 21 septembre à Toulouse, parce qu'il y avait une incertitude. La question avait été posée d'une éventuelle délocalisation de ce procès, parce qu'il y avait des travaux à la cour, notamment à la cour d'appel de Toulouse. Bon, on a appris que ce serait donc bien à Toulouse qu'aurait lieu ce procès en appel, et il se déroulera sur plusieurs semaines, comme le procès en première instance de Cédric Jubilard. Maître, vous vous y préparez déjà, vous travaillez déjà sur ce procès en appel ? Oui, nous essayons de comprendre quelle va être la stratégie de la défense, qui n'est pas quelque chose de tout à fait évident pour l'instant. On voit beaucoup de coups médiatiques, beaucoup de paroles, mais on ne sait pas trop vers où la défense va se diriger. Alors c'est effectivement très intéressant parce que le nouvel avocat de Cédric Jubilard, Maître Dubuisson, parle beaucoup. Il a encore parlé cette semaine dans Sud-Ouest. Qu'est-ce qu'on comprend, Guillaume, justement, de la nouvelle stratégie que va adopter cet avocat et avec lui, évidemment, Cédric Jubilard? Donc Pierre Dubuisson, vous le disiez, Philippe, c'est le nouvel avocat de Cédric Jubilard. Pendant 5 années, Cédric Jubilard a été défendu par Emmanuel Franck et Alexandre Martin. Ce ne sont plus ses avocats. Désormais, c'est Maître Pierre Dubuisson. Il a changé d'avocat pour ce procès en appel, qui a donné notamment cette semaine une interview dans Sud-Ouest, et il nous dit que la défense de Cédric Jubilard doit évoluer. En clair, le fait que le doute profite à l'accusé parce qu'on mettrait à jour les failles d'un dossier, ça n'a pas marché en première instance. Malgré le travail acharné d'Emmanuel Franck et d'Alexandre Martin, Cédric Jubilard a été condamné à 30 années de réclusion criminelle. Donc si on ne veut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il va falloir qu'il fasse évoluer sa ligne de défense. Ce que l'on comprend en creux, c'est qu'il veut inciter Cédric Jubilard à s'ouvrir, à davantage parler, à davantage expliquer quelle est sa personnalité. Ce que Cédric Jubilard a peu fait, c'est vrai, lors du premier procès, du procès en première instance qui lui a valu 30 années d'une condamnation à 30 années de réclusion criminelle, il était beaucoup dans une posture passive, considérant peut-être que simplement parce que lui se disait innocent, les jurés le reconnaîtraient. Ça n'a effectivement pas fonctionné, et donc il faut qu'il fasse évoluer sa ligne de défense. Sa personnalité à Cédric Jubilard, vous pensez que ça a énormément joué ? Vous qui l'avez eu en face de vous, vous l'avez vu tous les jours. Sa personnalité, alors c'est un peu compliqué parce que on avait l'impression qu'on a jugé quelqu'un qui était là sans vraiment y être. D'abord, ses avocats faisaient un pare-feu absolument extraordinaire entre lui et le public et la cour. On n'arrivait pratiquement pas à l'interroger. Il était de suite stoppé par ses avocats. Et puis, pendant très longtemps, il a été aussi distrait par le public, par des tas de choses. On avait l'impression qu'il était absent de son propre procès. C'était assez curieux. Dans ce dossier, il reste toujours, Guillaume, un point crucial. Exactement comme dans le dossier Lorzac-Hello qu'on a évoqué il y a un instant, c'est qu'il n'y a pas de corps. Et c'est bien aussi l'un des points sur lesquels veut appuyer le nouvel avocat. C'est ce qu'il dit dans Sud-Ouest. Oui, effectivement. Mais ça, c'est assez classique, si on peut dire, comme ligne de défense. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveu. Et les gendarmes ont cherché le corps de Delphine Jubilard partout, dans la maison. Ils sont même venus avec un géoradar pour regarder si le corps n'était pas sous la maison, sous une dalle de béton. Il n'y avait strictement rien. Dans la voiture, il n'y a aucune trace, pas de trace de sang, rien qui démontrerait que Delphine Jubilard aurait été transportée blessée dans sa propre voiture. La voiture a été examinée. On a regardé à d'autres endroits, parce que si vous vous souvenez, Cédric Jubilard avait fait des confessions à son codétenu. Il y a eu des fouilles qui ont été réalisées avec même l'aide d'un régiment du génie de la Légion. Ça n'a strictement rien donné, ça n'a jamais abouti. Personne ne sait où se trouve le corps de Delphine Jubilard, et pour cause, personne n'a apporté la preuve que Delphine Jubilard était bien morte. Donc ça, son avocat entend s'appuyer dessus, mais j'allais dire, comme les premiers avocats de Cédric Jubilard l'ont fait. Donc il faudra un petit plus, il faudra autre chose. Ça n'a pas marché une fois, il n'y a pas vraiment de raison que ça fonctionne une seconde fois, donc il faudra que la ligne de défense aille au-delà de ça. Alors le procès, dans la perspective de ce procès, Maître Dubuisson disait notamment à Sud-Ouest, mais je vais faire le procès aussi de la présomption d'innocence. Oui, il y a une phrase qu'on a relevée et qui est effectivement très importante, où il parle de l'intérêt général et de la présomption d'innocence. Défendre Cédric Jubilard, c'est un combat d'intérêt général, c'est défendre le principe selon lequel on ne peut pas condamner un homme sans preuve. Et pourtant, la preuve du meurtre de Delphine Jubilard n'a jamais été apportée en tant que telle. Personne n'a prouvé
que Delphine Jubilard était morte. Personne n'a apporté cette preuve. Pour autant, Cédric Jubilard a été effectivement condamné. Donc c'est la preuve qu'il faut aller au-delà et probablement que son avocat va essayer, en tout cas c'est ce qu'il dit, de le faire parler, qu'il ait une posture un peu plus défensive, un peu plus combative. Or, jusque-là, il avait été plutôt passif et peut-être que cette attitude désinvolte qui a été beaucoup commentée par ceux des journalistes, dont ceux de la rédaction de TF1 LCI qui ont suivi le procès, a desservi Cédric Jubilard. Il faudra peut-être qu'il dise davantage, qu'il s'ouvre davantage s'il veut espérer un destin judiciaire différent. On va pas refaire le procès Jubilard, maître, mais est-ce que vous avez le sentiment que les choses pourraient totalement s'inverser au deuxième procès? Vous racontez, et c'est quand même très intéressant dans le livre, qu'au moment du verdict, vous êtes quasiment persuadé qu'il va être acquitté. Oui, alors, d'abord, j'ai été convaincu de la culpabilité de Jubilard très tôt. Et définitivement, le jour où nous avons fait la reconstitution criminelle sur place, sur les lieux du crime, durant toute l'audience, en fonction des éclats de voix et des effets de manche de la défense, on avait l'impression que le dossier allait dans un sens ou dans un autre. Mais globalement, j'ai toujours été absolument convaincu du verdict de la cour d'assises. C'est vrai que le jour du verdict, la brièveté des délibérations nous ont tous fait craindre un acquittement parce que, traditionnellement, on sait que plus la délibération est courte, plus le risque d'acquittement est fort. Donc nous avons été extrêmement inquiets pendant quelques minutes. Vous racontez cette scène que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Du moment où le verdict tombe, il y a une femme qui est venue quasiment tous les jours au procès, qui s'était pris d'intérêt, je vais le formuler comme ça, pour Cédric Jubilard. Que va-t-il lui dire une fois que le verdict est tombé? C'est quasiment les seuls mots qu'il va prononcer. Oui, c'est vrai que tout le monde ne l'a pas vu, cette scène-là, mais j'étais dans un angle où j'ai pu distinctement voir l'accusé, enfin le condamné, qui vient d'entendre sa peine de 30 années de réclusion criminelle, et la seule réaction qu'il va avoir, c'est de se retourner vers cette admiratrice qui était là depuis plusieurs jours, pour lui dire, et ça a été lu sur ses lèvres, « Tu m'écris ». Comment vous l'avez interprété, vous? Vous parlez beaucoup de ces femmes qui, d'un coup, tombent en admiration devant des criminels. C'est vrai qu'il y a j'allais dire, oui, c'est une perversion consistant à être attiré par les méchants, par les bad boys. C'est aussi un peu le syndrome de l'infirmière, la volonté de faire en sorte que l'homme qu'on aime devienne meilleur que ce qu'il est. C'est souvent un vœu pieux. C'est difficilement explicable comment, quand on vient d'écoper d'une peine aussi importante, on a aussi peu de réaction. C'est ça. On a le sentiment que de toute façon, il était convaincu peut-être qu'il allait être condamné, puisqu'il sait très bien ce qu'il a fait, lui, même s'il ne l'a jamais avoué. Et finalement, cette absence de réaction est peut-être liée à quelque chose qui était longtemps préparé à l'intérieur de lui-même. Il sait bien que de toute façon, il faudra qu'il paie pour le crime qu'il a commis. Ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, il pense à cette admiratrice en lui disant « écris-moi ». Intéressant dans ce livre, vous nous parlez, on le disait au début, quand la cousine de Delphine Jubilard vous appelle, cette affaire n'existe pas médiatiquement. Non. À quel moment vous basculez, vous comprenez que ça devient la tourmente médiatique que vous racontez très très bien dans ce livre? Alors, c'est arrivé assez vite, puisque dès le mois de décembre, les chaînes nationales sont arrivées pour s'intéresser à ce fait divers, qui malheureusement est un fait divers assez banal. Mais jusqu'au mois de février, on ne s'est pas trop rendu compte de l'ampleur que ça allait prendre. Et c'est en février, il y a eu cet événement qui a été médiatisé partout, du compte Facebook de Delphine Jubilard qui s'allume. Oui. Alors effectivement, on sait maintenant que c'était les enquêteurs qui l'avaient allumé pour essayer de faire je ne sais quelle vérification. Pendant tout cela, moi j'étais tout simplement à la maison d'arrêt de Montauban pour voir un de mes clients. Et évidemment, pendant 1 heure, je suis off, mon téléphone portable est dans ma voiture et je suis dans la prison. Et par hypothèse, je n'ai accès à rien de l'extérieur. Et quand je suis rentré dans ma voiture, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai eu l'impression que ça jaillissait sur moi. J'avais 50 appels en absence, 40 textos. Et là, j'ai dit, ça va être compliqué. Ça a été compliqué pour vous? Oui, ça a été compliqué parce que d'abord, on n'était pas habitué à ce genre de dossier très médiatique. Et on n'était pas habitué à avoir cette pression
permanente, de jour, de nuit, de week-end. On a le sentiment qu'il n'y a aucune limite à être sollicité. Et ça a été vraiment quelque chose de particulier dans le dossier Jubilard. Et jusqu'à la fin, dans le cadre du procès, encore une fois, quand le procès a commencé, moi-même et mes confrères, on a commencé à faire notre travail d'avocat en posant des questions aux personnes qui étaient interrogées. Mais là, on s'est rendu compte, dès qu'on pose une question, 2 secondes après, le téléphone portable vibre et on a le direct de LCI, de chaîne, qui reprend ce qu'on a dit avec des commentaires, parfois élogieux, parfois moins, sur l'intérêt de la question posée. Et là, on se dit, mais on n'a pas parlé pour la cour d'assises du Tarn, on a parlé pour la France entière. Mais c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez, maître, que ça fausse finalement la sincérité des débats judiciaires, notamment en cour d'assises? Est-ce que vous pensez que les jurés, en clair, quand ils arrivent dans ces procès-là, ils ont déjà une idée un peu préconçue de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé par tout le bruit médiatique qui a précédé le procès? Est-ce que vous pensez que maintenant les procès sont insincères pour cette raison? C'est une vraie question que vous posez là, et je crois que c'est aussi pour ça que les avocats de Cédric Jubilard ont immédiatement beaucoup communiqué dans la presse et à la télé, à la radio, parce que finalement, les auditeurs, dans les auditeurs, il y a les futurs jurés. Et que il fallait vraiment, très rapidement, commencer à poser les règles du système de défense qu'ils vont avoir. Et de notre côté, nous aussi, nous avons tenu à intervenir pour justement que ces fameux futurs jurés qui sont quelque part à nous regarder, ils entendent ce que dit la défense et ils entendent ce que disent les parties civiles. Et je crois que c'est vrai que quand les jurés arrivent dans ce genre d'affaires à l'audience, ils ont quand même vraiment déjà des idées assez préconçues. Et c'est peut-être pour ça que le délibéré a été court. Parce que d'abord, ils avaient des idées sans doute sur le procès, et puis pendant 4 semaines d'audience, ils ont le temps de se faire un avis. Mais je ne peux pas penser qu'on arrive à avoir des audiences insincères. Le mot est fort, vous l'avez prononcé. Je pense au contraire qu'ils ont tout le temps de se faire un avis, et que justement leur avis est d'autant plus fin, d'autant plus construit, d'autant plus authentique, d'autant plus sincère justement, qu'il ne va pas dépendre d'un effet de manche ou d'un mot prononcé ici et là. C'est toute la difficulté de ces jurés évidemment et de la mission qu'ils ont à remplir. Procès ultra médiatisé. Et c'est le bandeau de votre livre, auquel vous n'étiez peut-être pas prédestiné, et quoique, parce que vous le racontez là, enfant, vous étiez bègue. Vous dites de façon extrême, on sent que ça vous a énormément touché, travaillé, blessé. Vous avez une phrase, on va la voir dans ce livre, quand vous parlez de comment on définit un enfant bègue. C'est extrêmement précis, cette phrase. Un bègue n'est ni un garçon, ni une fille. Il n'est ni beau, ni laid, ni fort, ni faible. Il est résumé à sa tare. C'est simplement et seulement ça, un bègue. Oui, c'est vrai qu'être bègue, c'est ne pas avoir les mots. C'est d'avoir perdu la parole. Et quand on n'a pas les mots, c'est très compliqué d'être quelqu'un, de communiquer, d'avoir des relations normales avec les autres. Ouais. Et surtout dans l'enfance, avec les relations extrêmement violentes que peuvent avoir les enfants entre eux. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Et c'est vrai que du plus loin que je me souviens, je bégayais en primaire, en secondaire, à la fac. Avec l'analyse, alors vous le dites vous-même, facile, liée à cette opération des amygdales, j'allais dire barbare, comme opération des amygdales, qui a un peu évolué, Dieu merci, aujourd'hui, racontez-nous, mais... Oui, c'est vrai que mon premier souvenir d'enfance, c'est cette opération des amygdales qu'on faisait à l'époque à vif, parce qu'on estimait que les enfants n'avaient pas trop de sensations et qu'on pouvait faire ça avec eux. Et donc j'ai cette image de ces 3 chirurgiens qui sont au-dessus de moi, habillés en fer avec un calot, et puis ils mettent quelque chose dans ma gorge, et puis ils arrachent les amygdales. Et c'est mon premier souvenir d'enfance, donc c'est vrai que ça marque. Comment vous êtes passé de cet enfant bègue à cet avocat aujourd'hui qui plaide dans une cour d'assises, que tout le monde écoute, que tout le monde regarde, sans scier, sans écorcher le moindre mot? Comment vous en êtes arrivé là?
Mais c'est ce que je raconte dans cet ouvrage. Alors, je ne me prédestinais pas du tout à être avocat, parce qu'un avocat, ça parle, et que moi, je ne parle pas. Donc, je faisais des études de droit, et j'ai adoré le droit. J'ai trouvé dans le droit quelque chose de fondamental. Le droit, c'est la vie. Mais avec le droit, on peut faire des tas de choses. Et puis, je sais pas, j'ai été dans des études toboggan, un peu, vous voyez, avec tout le monde autour de moi qui voulait être avocat, tout le monde qui avait la vocation du barreau, que je n'avais absolument pas, bien sûr. Et donc, je me suis laissé porter par ce mouvement. Et un beau jour, je me suis retrouvé avocat en me disant, c'est un véritable abus de confiance, je ne peux pas être avocat puisque je ne peux pas parler en public. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai mis ma robe d'avocat. Et ma robe d'avocat, c'est le costume de super-héros, c'est la cape d'invisibilité d'Harry Potter, c'est quelque chose qui m'a fait m'effacer derrière ma fonction. Et effectivement, je n'étais plus le bègue, j'étais l'avocat. Et à partir de là, mon bégaiement a disparu. C'est une histoire assez incroyable. Et alors, du coup, vous décortiquez aussi le métier d'avocat à votre façon. Alors, vous dites l'avocat, c'est un caméléon. Ça rejoint ce que vous disiez. D'ailleurs, vous êtes imprégné des autres pour vous laisser entrer dans ces études couloirs. C'est-à-dire quoi, un caméléon, un avocat caméléon? L'idée du caméléon est venue parce nous travaillons à Albi et à l'île de la Réunion. Et à la Réunion, le caméléon est un symbole. Et on dit souvent que voilà, ces animaux très lents sont des animaux fragiles, faibles quelque part. Alors que le caméléon, au contraire, est un animal, est un guerrier redoutable. Il échafaude, il réfléchit, il met en place des stratégies. Et quand il attaque, c'est l'arme fatale. Et l'avocat est un petit peu comme ça. Il faut réfléchir, il faut échafauder, il faut faire des stratégies. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que nous avocats, nous ne serons jamais effacés par l'intelligence artificielle. Il y a peu de chance. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas la stratégie. Et c'est ça qui fait l'avocat. C'est intéressant parce que finalement, le caméléon, c'est l'animal à sang-froid. C'est quelqu'un qui va penser une stratégie, qui va attaquer au bon moment. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas rattrapé par ses sentiments. Vous avez un chapitre qui s'appelle l'empathie. Et vous nous racontez peut-être, je ne sais pas si c'est le pire, là, c'est moi qu'on rajoute, un moment en tout cas pas aisé pour vous au moment où vous plaidez parce que vous êtes trop dans l'empathie avec vos clients. Alors racontez-nous ces deux garçons, Pierre et Paul, que vous défendez contre leur grand-père. Racontez-nous leur histoire et cette histoire d'empathie. Oui, c'était une histoire terrible où j'étais partie civile pour défendre l'intérêt de ces deux garçons qui avaient été abusés par leur grand-père pendant toute leur enfance, avec la complicité active de leurs parents qui étaient eux aussi d'ailleurs poursuivis. Et ces parents qui entendaient tous les soirs, qui dormaient en sous-sol, et qui entendaient le lit du grand-père grincer pendant 10 minutes chaque soir quand il abusait de ses petits-fils. Et ces gamins, donc, avaient porté plainte assez tardivement, qui étaient grands, qui étaient adultes, qui étaient des gamins qui étaient... ils étaient beaux comme tous, ces gamins. Ils étaient beaux, ils faisaient des études, ils étaient dynamiques, ils étaient super. Et quand on les voyait, quand on savait ce qu'ils avaient vécu, on était pris d'une grande empathie, justement. Et dans ce dossier, j'ai été vraiment concerné par leur histoire, à telle enseigne que quand il a fallu plaider pour eux, j'ai eu le plus grand mal à maîtriser mes émotions. Vous racontez que vous vous levez, vous allez commencer à plaider, et puis là, l'émotion submerge et il n'y a plus rien. Ça ne sortait pas. Et je m'en suis sorti justement en faisant ces références à ces 10 minutes pendant lesquelles les parents entendaient le viol de leurs enfants, et j'ai dit aux jurés, regardez, imaginez un petit peu ce qui se passe pendant 10 minutes, ne serait-ce que 3 minutes, et je me suis tu. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas parler, j'étais trop ému. Et ce temps de silence a été extrêmement fort pour les jurés qui ont imaginé, bien sûr, pendant ce temps de silence, la scène. Et après, je me suis repris, j'ai terminé comme j'ai pu, mais je me suis juré que plus jamais je n'allais m'impliquer émotionnellement dans un dossier. Je crois que c'est une erreur fatale pour un avocat de s'impliquer émotionnellement. Ni émotionnellement, ni du point de vue de ses convictions. Vous défendez tout le monde. Je vais enfoncer les portes ouvertes. Nous défendons des gens... Ah, on a des avocats qui nous disent « Moi, je ne défends que ceux dont je suis convaincu de l'innocence ». Il doit pas y en avoir beaucoup. Et il y en a, et des grands. Alors, je trouve ça tout à fait artificiel, parce que je crois que ce qui fait que la grandeur de ce métier, qui est un métier extraordinaire, c'est qu'on défend tout le monde. Je commence
mon livre, en le dédiant un petit peu à Vergès, qui disait « Ce privilège que nous avons d'assumer l'humanité entière ». Assumer l'humanité entière, ça ne veut pas dire faire un tri entre ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas une défense. Tout le monde mérite une défense. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas transiger avec ça. Et il y a plein d'histoires dans ce livre. On voit aussi la diversité de votre métier, la diversité des affaires que vous avez gérées. Confession d'une robe, c'est chez Michalon, Polar du réel. On salue Plana Radenovic, évidemment, qui vous a accompagné, qui a supervisé tout ça, qu'on reçoit régulièrement. Elle est la bienvenue quand elle veut. Merci beaucoup, Maître, d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. Merci Guillaume. On se donne rendez-vous dimanche. Évidemment, l'émission est à retrouver en podcast, vous le savez, sur toutes les plateformes. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres histoires criminelles.